$1, c'est la valeur de l'euro au moment où j'enregistre cette vidéo et c'est sa plus basse valeur depuis 20 ans. Donc on va parler de ça et on va parler des conséquences pour vous et de comment vous préparer. Vous voyez dans la presse des titres qui montrent que l'euro est au plus bas. C'est vrai que depuis 2008, qui était un petit peu le point le plus haut lors de la crise des subprimes, où avec 1 euro vous pourriez avoir $1,60, eh bien on en est très loin puisqu'on est revenu quasiment à la parité. Alors c'est certain, quand ces temps d'inflation très élevés, quand ces temps d'incertitude économique, eh bien la question va être vers quoi on va pouvoir se tourner pour protéger la valeur de votre argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus une surprise pour personne, le pouvoir d'achat globalement de la population a baissé fortement et la question qui va se poser, c'est comment vous pouvez préserver votre richesse au maximum. Alors évidemment, le fait que l'euro baisse n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Déjà, on sait que du point de vue économique, une baisse de 10 centimes a tendance à augmenter les exportations de 7 à 8%. Pour le PDG d'Airbus, il estime qu'une baisse de 10 centimes, c'est 1 milliard d'euros de bénéfices en plus pour l'entreprise. Donc globalement, la baisse de l'euro, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises d'excellence qui exportent et puis pour le tourisme. Et ça permet aux touristes qui payent en dollars de venir et d'avoir un pouvoir d'achat supérieur face à l'euro. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là, c'est qu'à l'inverse, il y a beaucoup de produits que nous importons, que nous payons en dollars. L'électronique, le carburant et plein de choses qui sont payées en dollars et là, eh bien, ça augmente le coût de tout ce que l'on importe, donc du coup de 20% par rapport à l'actualité récente. Et on sait que la facturation en dollars représente 60% des importations en Union européenne. L'euro a perdu 11% depuis le début de l'année et on sait, d'après la BCE, qu'une baisse de 1% de la valeur de la monnaie a tendance à augmenter l'inflation. La stat, c'est qu'une baisse de 1%, ça augmente l'inflation de 0,1%. Donc vous voyez qu'une baisse de 11%, mécaniquement, ça augmente l'inflation qui est déjà structurellement assez élevée. Et donc globalement, la baisse de l'euro, c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises qui n'exportent pas, parce qu'elles ont tendance à avoir leurs coûts augmentés, notamment si elles importent des choses, et elles revendent dans la zone euro, donc elles ne profitent pas, ne peuvent pas répercuter la hausse éventuelle de leurs matières premières ou de tout ce qu'elles pourraient être amenées à importer, des services, des logiciels, de tout ce qui est payé en dollars, elles ne peuvent pas le répercuter et donc c'est une perte sèche pour elles. Évidemment, ça concerne les entreprises qui utilisent beaucoup d'éléments payés en dollars, notamment le carburant, comme les compagnies aériennes, et puis au final, les consommateurs qui, au bout du compte, eh bien, eux ne peuvent pas s'adapter, en tout cas pas s'ils ne regardent pas Esprit riche et les conseils que je vais vous donner. Alors le truc, c'est que évidemment, c'est pas tant la valeur de l'euro qui baisse en tant que telle, on assiste apparemment plutôt à un renforcement du dollar. Ce qui se passe dans la situation économique et on va dire la démondialisation auquel on fait face, eh bien les investisseurs, ceux qui détiennent des devises, vont plutôt préférer avoir du dollar qui reste quand même la devise de référence plutôt que de l'euro ou que d'autres types de devises, ce qui a tendance à renforcer le dollar. Je vais vous parler après des solutions que vous pouvez mettre en place pour éviter de prendre cette baisse en pleine face, parce qu'il est assez probable, on s'attend à ce que la baisse de l'euro continue face au dollar et on peut s'attendre à une baisse encore de 20% dans les 6 mois ou dans l'année à venir, ça ne serait pas surprenant. Bon, déjà l'Union européenne était dans une situation compliquée en termes d'endettement des principaux pays, je vous remets les liens en description, j'en ai parlé récemment. On a évidemment la guerre en Ukraine qui n'a fait qu'aggraver les choses, on a la réaction désastreuse de l'Union européenne qui soi-disant veut sanctionner la Russie et qui se retrouve, alors la France est un petit peu épargnée mais l'Allemagne c'est risible, qui se retrouve à remettre en route des centrales à charbon. Donc les matières premières qui augmentent, le coût de l'énergie qui augmente et puis globalement une zone européenne qui apparaît aux yeux du monde encore plus fragile qu'elle ne l'est déjà puisqu'elle n'a ni indépendance économique ni indépendance énergétique. Et on a aux États-Unis la Fed qui a augmenté son taux de directeur de 250 points de base, alors que finalement en Europe il n'a été augmenté que de 75 points de base, ce qui fait dans le langage courant et clair que la Banque Centrale Européenne a beaucoup moins augmenté les taux directeurs, puisque le pays, les pays européens ne sont pas en mesure d'absorber une augmentation des taux directeurs et donc ce qui les mettrait en faillite, ce que peut encore se permettre les États-Unis. Alors on voit, ça c'est juste le reflet finalement de la difficulté à
coordonner l'Union européenne avec d'un côté on a Joachim Nagel qui est le président de la Bundesbank allemande qui dit que l'objectif de la BCE ça devrait être le contrôle de l'inflation, mais pour Christine Lagarde qui est présidente de la BCE, elle veut plutôt s'engager dans un programme d'achat de titres pour éviter de creuser les écarts entre pays. Donc ils ont voilà, deux objectifs différents. L'Allemagne est évidemment dans une posture assez particulière en Europe. Et puis au milieu de ça, on voit des choses qui sont proprement hallucinantes. En Chine, il y a une banque qui a fait faillite, une banque assez significative, et on a vu le gouvernement chinois invalider les passes sanitaires des épargnants pour qu'ils ne puissent pas prendre le train pour aller manifester. Il y a ce contrôle de fond. Je vous ai parlé du projet du Grand Reset, je vous remets la vidéo en lien, vous pourrez aller la voir, qui est écrit sur le site web, qui n'a rien de complotiste comme ont pu le dire certains dans les commentaires. C'est annoncé et c'est pas nouveau en plus. Et on a le risque de l'effondrement économique, sans parler de l'effondrement écologique ou autre, qui n'est pas trop mon domaine et je ne vais pas rentrer là-dedans, mais l'effondrement économique reste quand même proche. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi pour organiser votre patrimoine et organiser la répartition de votre richesse. Puisque ce qui s'est passé dans cette banque chinoise pourrait arriver en France, malheureusement en Europe, de par les dissensions entre les pays, de par l'endettement. Et on a eu un exemple tout récent avec ce qui s'est passé au Sri Lanka. Donc au Sri Lanka, on a assisté à quoi? On a assisté à une inflation de 50% cette année, 80% sur la partie alimentaire, le tourisme qui a disparu à cause du Covid, et en plus, le gouvernement qui s'amuse à prendre des décisions un petit peu discutables dans des moments où en fait le pays ne va pas forcément très bien. La décision, quelle est-elle? En avril 2021, le président annonce qu'il ne veut plus importer d'engrais pour l'agriculture, donc il veut que toute l'agriculture devienne biologique, ce qui en soi, tout le monde sera d'accord, sauf que dans la situation dans laquelle était déjà le pays l'année dernière et la perte, la désorganisation que ça crée dans l'agriculture, la perte de rendement dans un premier temps, etc., ça a précipité, ça n'a fait que enflammer l'inflation sur les denrées alimentaires. Donc qui dit moins de production locale dit besoin d'importer. Lorsqu'il y a la roupie, la devise du Sri Lanka qui s'effondre en valeur puisqu'il y a une inflation monstre, eh bien le coût des importations augmente, donc le pays ne peut pas vraiment beaucoup importer. La défiance des autres pays qui ne veulent pas forcément prêter au Sri Lanka ne sachant pas où le pays va, eh bien ça crée une situation très compliquée. Donc on a vu des rationnements de nombre de litres que l'on peut mettre dans une voiture, du rationnement alimentaire. Apparemment la plupart des gens ne pouvaient pas manger à leur faim avant ce qui s'est passé, qui a été l'invasion par le peuple du palais où se trouvait le président, qui est parti en fuite et qui a depuis démissionné. Donc le Sri Lanka, c'est juste un exemple sur un petit pays de ce qui pourrait se passer comme situation en Europe, avec l'accumulation des décisions qui, pour on va dire la plupart des gens, paraissent stupides, paraissent pas forcément alignées dans l'intérêt du peuple, et la liste serait longue à faire ici, mais ce qui se passe, c'est que on a l'impression que on va précipiter un effondrement économique, puisque face à la dette, face à la tonne d'impression de monnaie qui a été réalisée ces dernières années, eh bien, il n'y a aucune issue possible. Alors maintenant, parlons des solutions, de ce que vous pouvez faire pour vous protéger à la fois d'un effondrement économique possible en Europe, et puis déjà aujourd'hui de l'effondrement de l'euro par rapport au dollar. Alors c'est certain que si vous gagnez votre vie en euros, que vous vivez en euros, peut-être que ça vous paraît un petit peu lointain et abstrait comme élément, mais ce qui se passe, c'est que vous êtes amené, que vous le vouliez ou non, à acheter des choses en dollars, à commander sur des sites où vous payez en dollars, ou si vous êtes un simple touriste, vous allez voir que le coût de vos voyages va augmenter. Donc il y a plusieurs choses très simples à faire.
La première, ça peut être de détenir des devises, tout simplement. Donc vous pouvez acheter des dollars ou de la couronne norvégienne ou éventuellement du franc suisse. Voilà, acheter une devise étrangère qui va mieux se comporter que le dollar. Évidemment, une autre solution, c'est d'avoir des revenus en dollars. Donc si vous montez un business et que vous faites payer en dollars ou que pour une raison X ou Y, vous encaissez du dollar, ça peut être une occasion de préserver votre pouvoir d'achat. Pour avoir des devises étrangères, vous pouvez très bien le faire dans une banque en ligne, c'est assez facile, c'est pas les banques les plus sûres du monde, mais voilà, avoir un petit peu d'argent comme ça, ou dans une banque physique pour avoir du vrai dollar, même si vous l'avez jamais vraiment à vous, eh bien ça peut être une solution, donc d'avoir la devise elle-même. L'autre solution, c'est d'avoir de l'or. L'or, ça reste cette relique barbare, mais qui a tendance à garder sa valeur dans le long terme. Ça ne produit rien, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'or à cause de ça, mais dans la situation dans laquelle on est et la situation que l'on va traverser, l'or va être la valeur refuge. Donc, à choisir aujourd'hui entre acheter de l'immobilier qui a beaucoup monté et de l'or ou des actions, il faut peut-être mieux acheter des actions cotées en dollars, de boîtes qui travaillent avec du dollar, qui encaissent la majorité de leurs revenus en dollars, et ainsi vous avez une exposition naturelle au dollar. Ça, c'est des choses que j'expliquais dans un de mes programmes sur la partie portefeuille liberté financière, avec le portefeuille en bon père de famille, où en fait on va chercher à s'exposer à la zone Amérique et dollars spécifiquement, puisque sur les marchés financiers, ça représente à peu près la moitié de tout ce qui est coté en bourse. Donc naturellement, lorsque vous appliquez ce type de portefeuille, eh bien, vous êtes exposé au dollar aussi. Donc c'est une manière de le faire. Après, il reste l'immobilier. L'immobilier, même si ça a beaucoup monté, il y a des zones où vous pouvez quand même acheter de l'immobilier et où ça tiendra la valeur. Et c'est une manière de vous protéger contre cette inflation-là. Donc évidemment, quand je dis ça, c'est pas forcément d'acheter de l'immobilier en Europe, mais acheter de l'immobilier où là vous êtes exposé au dollar, donc soit aux États-Unis, soit dans des pays où il y a un lien avec le dollar, où la devise va suivre le dollar, où la devise et le dollar, ça arrive aussi. Donc vous avez différentes possibilités, hein, les devises, les actions cotées en dollars, l'or et puis l'immobilier selon où il est situé. Ça peut être de l'immobilier via des REIT, hein, donc des entreprises cotées en bourse qui investissent dans l'immobilier, mais aux États-Unis par exemple, donc vous pouvez le faire depuis 3 clics chez vous. Je peux aussi citer un projet dans la crypto que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Realty, donc Realty, qui vous permet au travers de la crypto d'acheter des biens immobiliers aux États-Unis. C'est du coup une manière extrêmement simple de faire cela aussi. Donc voilà, vous avez différents moyens d'être payé en dollars ou d'avoir des actifs qui sont cotés en dollars pour vous préserver de la probable baisse de l'euro qui va continuer dans les mois à venir cette année et probablement un petit peu l'année prochaine. Donc ça vous permet aussi de diversifier. Dans tous les cas, voilà, réfléchissez bien à la manière dont vous organisez votre portefeuille, dont vous organisez votre investissement. Et dernière option aussi, tout simplement, ce que j'ai autour de moi, c'est-à-dire de la terre. Acheter de la terre, ça sera en euros, mais ça sera toujours utile dans la phase que nous allons traverser. Au moins dans la terre, on fait pousser des tomates. Voilà, portez-vous bien, réfléchissez bien à ça et on se parle bientôt. Salut!